L'histoire que je vais vous raconter est librement inspirée de faits réels qui ont conduit les protagonistes à de sévères condamnations lors d'un procès en correctionnel. Comment une simple erreur de manipulation dans une usine chimique a-t-elle pu provoquer un véritable désastre économique et écologique? Faune aquatique détruite, plus de 200 000 habitants privés d'eau potable, une saison touristique totalement anéantie. C'est l'histoire que je vais vous raconter dans quelques instants. Il est 1h38 du matin. Quand la sonnerie du téléphone retentit, Jacques Dormois croit qu'il va tomber sur l'un de ces plaisantins insomniaques dont le seul plaisir est de réveiller leur congénère. Allô? Monsieur le directeur, nous avons un problème. Jacques Dormois perçoit aussitôt l'angoisse qui étreint la voix de Tanguy, contremaître de l'équipe de nuit. Grave? Je le crains, monsieur le directeur. Des flammes sortent du hangar F et j'ai un gars bloqué à l'intérieur. Quant à 1h52, Jacques Dormois, directeur de l'usine chimique Colax spécialisée en colle et solvants, franchit le poste de garde de l'usine. Les gars de l'équipe de nuit en sont réduits à récupérer des extincteurs supplémentaires dans les bâtiments administratifs. Dormois se souvient avoir budgété, il y a 3 ans, un stage première urgence où on enseignait extincteurs, bouche à bouche et massage cardiaque. Dérisoire, lui avait balancé le délégué syndical. Un peu de patience, on investira plus l'an prochain, avait rétorqué Dormois. À peine a-t-il garé sa voiture que Sylvie Kremer, présidente de l'association de riverains, est déjà sur son dos. Mais enfin, bon sang, qu'est-ce qu'il y a dans ce foutu hangar? Il y a un de mes hommes, madame Kremer. Un homme de 28 ans. Dormois se souvient des réunions publiques au foyer rural, où tel un procureur a maintes fois accusé l'usine. Les fumées, le trafic des camions, et surtout l'odeur nauséabonde qui s'incruste partout. Mais ce soir, en pensant à cet homme pris par les flammes, elle se met à douter. En me battant bec et ongles contre les nuisances de voisinage, ne me suis-je pas trompé de combat? Il est 2h14. Les pompiers réussissent enfin à extraire le jeune technicien du hangar en flammes. Il est inconscient, mais vivant, malgré ses brûlures. Tu vas t'en sortir, Jérôme. Accroche-toi, bonhomme, lui glisse François Thénard. Tout en regardant le gyrophare de l'ambulance s'éloigner, il se rappelle que 2 accidents s'étaient déjà produits, tous les 2 la nuit. À la suite de quoi l'inspection du travail avait interdit la manipulation dangereuse après 21 heures et recommandé la création d'un poste de responsable de la sécurité. Je peux assurer de front, production et sécurité, avait aussitôt proposé Thénard à sa direction. Banco, avait rétorqué Jacques Dormois. Qui mieux qu'un chimiste maison pourrait assurer cette mission? François Thénard s'était attaqué à la tâche avec passion, réorganisant les stocks, réexaminant les process, martelant les consignes de sécurité à l'ensemble du personnel. Mais, insidieusement, les exigences de produire toujours plus avaient repris le dessus. Il avait fallu, par exemple, improviser pour stocker ces 2000 litres de solvant dans le bâtiment H, en attendant le montage d'un nouveau hangar. Quels sont les produits stockés dans les hangars voisins du F? L'homme qui a hurlé la question dans le fracas de l'incendie est le colonel des pompiers. Est-ce que ça peut exploser? Mais déjà, il connaît la réponse, car trop de choses ont été déplacées depuis le dernier exercice d'alerte qu'il avait dirigé. Bon sang, est-ce que vous avez une liste de vos stocks? François Thénard est un type honnête. C'est sa première qualité. Oubliez la liste. Il faut absolument refroidir les cuves du G et du H. C'est notre seule chance. Aussitôt, le colonel se tourne vers le maire. « Monsieur Lila, je fais évacuer le voisinage. Vous pourriez peut-être m'informer des risques. » Quand il était gamin, la chimie et le labyrinthe des tuyaux de cette usine le fascinaient. Mais, à peine élu, il lui avait fallu gérer la colère des riverains contre les fumées, les odeurs, le bruit. « Vous avez raison, ceci n'a pas que des avantages, » leur répondait-il invariablement. « Mais cette usine, c'est aussi 40 emplois, sans compter la taxe professionnelle qui permet d'équilibrer vaille que vaille le budget de la commune. » 3 ans qu'il est maire. Et soudain, il se sent fatigué de ce boulot de funambule. Il est 5h20 du matin. Le sinistre est enfin circonscrit. Par bonheur, rien n'a explosé. Tous sont épuisés, silencieux,
Seul un ronronnement de pompe trouble la nuit. Ce n'est que le bruit habituel de la station d'épuration. « Pas trop crevé, Tanguy ?» demande François Thénard. « Oh, ça va, monsieur Thénard, ça va. J'ai remis la station en marche pour traiter les eaux d'extinction des pompiers. » « C'est bien, Tanguy. Allez, rien n'a explosé, on s'en sort pas si mal. » Mais en regardant sa centrale d'épuration, un doute chagrine Tanguy. La station, elle peut traiter une telle concentration de polluants, monsieur Thénard? On ne devait pas construire un bassin de rétention des eaux en cas d'incendie? On devait, Tanguy. On devait. Mais l'accident s'est produit avant, alors il n'y a qu'à prier pour que la station tienne le coup. Hélas, depuis des heures, 630 mètres cubes de liquide toxique sont rejetés inexorablement dans la rivière voisine. Il est 6h45. À l'arrière de sa voiture, Pierre Bertrand, préfet du département, aperçoit les premiers poissons qui flottent le ventre en l'air. Combien seront-ils dans 24 heures? Combien de temps faut-il aux déchets toxiques pour contaminer la nappe phréatique, s'interroge-t-il? Et combien de temps faudra-t-il pour que les chaînes de télé diffusent des images de la rivière polluée, paniquant la population? Alors, lui revient en mémoire une réunion tripartite à la préfecture. Une énième réunion pour évoquer le feuilleton Colax. Claude Gall, directeur de la DRIR, avait fait observer: « Monsieur le préfet, le cabinet d'études minore les risques. Colax gagne de l'argent et a les moyens d'investir pour la sécurité de son personnel et des communes environnantes. » Mais Dormois avait affûté ses arguments. Colax a investi sur l'outil pour développer la production. Ce site est pérennisé et va dégager la trésorerie. Accordez-moi un délai de 6 mois, monsieur le préfet. 6 mois seulement. 16 visites de nos inspecteurs ont dénoncé les carences de l'usine. La catastrophe peut survenir dans 5 minutes, avait asséné Claude Gall. Claude Gall se souvient avoir pris ensuite une semaine de vacances et Dormois était revenu à la charge. De guerre là, Pierre Bertrand, préfet de la République, avait accordé 6 mois supplémentaires. À son retour de congé, Claude Gall n'avait pas eu le courage de repartir à l'assaut de la préfecture. Il est 10h30. Sur son lit d'hôpital, Jérôme Perlot souffre. Il souffre de ce corps brûlé que les soins intensifs ne parviennent pas à soulager. En revanche, son cerveau est intact et lui projette en boucle ses derniers gestes dans le hangar F. Devant ces bidons, il avait hésité. Lequel verser en premier dans la cuve? Oh, et puis quelle importance? Après tout, dans le malaxeur, tout se mélange alors. François Thénard, quelques jours plus tôt, lui avait bien expliqué un nouveau process pour accélérer la production, mais Jérôme n'avait pas tout compris car le jeune homme n'est pas chimiste de formation. Il y a encore 3 mois, j'étais mécanicien dans la marine marchande. Mais une bonne formation! Et tu seras aussi qu'avec Einstein, avait lancé le directeur du personnel. Bienvenue chez Colax! On lui avait payé une semaine de stage du côté de Lyon, puis il était revenu se former sur le tas dans le hangar F avec Tanguy. 30 ans de métier et d'habitude, Tanguy. Des bonnes et des mauvaises. À 22h12, Jérôme Perlot revoit le port de Marseille, ses derniers pas sur les docks avant de quitter la marine marchande, et puis son cerveau ne projette plus d'images. Le lendemain, le journal régional évoque Jérôme Perlot par ce simple entrefilé en page 5. Les médecins réservent leurs pronostics. Les décisions prises dans un contexte trop étroit résistent rarement à l'épreuve du temps. Pour mieux gérer le risque majeur, élargissons nos points de vue et partageons nos expériences.